Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour la participation au webinaire OpenCDE, environnement commun de données, partie 2. Je vous rappelle que nous avions eu une première partie en septembre, le 25 septembre, pour ceux qui ont eu l'occasion de participer. Là, il s'agit de vous présenter History, comment produire collectivement le jumeau numérique. Alors, en termes de process de déroulement, on va dire, de ce webinaire, ce que nous vous proposons, si vous avez des questions à poser, de les formaliser au travers de la rubrique conversation, et nous réservons un temps, on va dire, d'échange pour répondre à vos questions à partir de midi moins le quart. On aura un quart d'heure pour répondre aux questions. Nous allons dérouler durant les 45 premières minutes la présentation que nous avons à réaliser. Pour ma part, Didier Balaguer, je suis le PDG fondateur de la société Datbim, qui est une société qui intervient dans le domaine du numérique pour la construction, éditant des solutions collaboratives. Je suis par ailleurs président de Synov Digital, l'organisation professionnelle représentative des TPE, PME et indépendants du numérique en France. Je serai accompagné dans ce webinaire par Thierry. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Oui, bonjour, donc Thierry Lenbach, je suis administrateur délégué de Alliance du bâtiment numérique, qui est une association qui regroupe des acteurs, des organismes professionnels, des entreprises, des maîtres d'ouvrage, organismes de formation, qui sont réunis pour porter l'interopérabilité au niveau des données de la construction au travers d'un format OpenDTHX, qui est un format donc développé pour l'interopérabilité et qui vient d'être normalisé ce mois-ci par l'ETSI, qui est un organisme de normalisation internationale et européen. Bien, merci Thierry. Eh bien, je te laisse poursuivre avec l'introduction à OpenCDE. Donc OpenCDE, c'est donc environnement commun de données ouvert. Les outils que nous avons mis en œuvre et que nous développons au cours de notre action, c'est une association de briques qui ont vocation à être intégrées dans une application ouverte unique, mais qui aujourd'hui est composée de 4 éléments. Une gestion électronique de documents qu'on a baptisé librebim.fr, qui est en fait une version de l'application Tracim, qui est un outil de gestion collaborative, au départ plutôt orienté bureautique et global, et dont on a fait une version, une évolution pour l'adapter au bâtiment, en intégrant une application qui s'appelle SICO, qui est en fait un viewer de maquettes numériques, qui a la particularité de permettre l'intégration de données dans la maquette, donc de données numériques, pour pouvoir modifier les informations des différents objets dans la maquette. Donc SICO signifiant Collaboration in, Quality out. L'idée, c'est de favoriser une organisation qui permet de manière collaborative à produire des jumeaux numériques dans une logique ouverte et interopérable. Pour cela, on utilise des référentiels qui sont donc des bases de données de formulaires qui correspondent aux différents cas d'usage voulus pour intégrer les données dans la maquette. Et à la fin, on gère cette information et le travail collaboratif au travers d'une base de données qui s'appelle History, qui permet donc de collecter les données des différents acteurs du projet pour ensuite les fusionner.
Donc, passer à la suivante. Donc, la gestion électronique de documents, donc LibreBIM, hein, c'est une GED qui permet de créer des espaces pour l'ensemble des acteurs. Donc, un architecte ou un maître d'œuvre peut, par exemple, mettre en œuvre cette GED. Hein, donc, elle est open source. Hein, on peut la télécharger et la mettre sur son cloud ou sur ses serveurs. Et du coup, gérer un projet en donnant des espaces à chacune des entreprises et des acteurs pour pouvoir faire en sorte qu'ils mettent leurs données dans la GED et qu'ils accèdent à la maquette numérique. Donc ensuite, SICO, donc c'est le viewer. Donc ce viewer-là a plusieurs outils. Hein. C'est un viewer assez traditionnel hein, dans les fonctionnalités. Hein. On peut avoir les informations sur l'IFC, donc la maquette numérique, par arborescence, par recherche de mots-clés. On peut avoir des outils de mesure, de vue en transversale, etc. Faire des images des différentes manipulations qu'on fait et accéder donc au référentiel pour pouvoir intégrer les données. Donc on passe à la suivante. Le référentiel, voilà, donc c'est un outil qui permet par un simple clic droit, par exemple sur un objet ou sur une sélection d'objets, de voir les données qui sont intégrées dans l'objet et d'intégrer des valeurs correspondant aux différentes fonctionnalités de cet objet. Hein. C'est des valeurs numériques ou alphanumériques, hein, donc on peut faire des liens sur des documentations et le système fait en sorte que par le biais du référentiel, l'ensemble des acteurs travaillent dans une logique homogène et intègrent ces données dans un format qui est un format interopérable et ouvert. Voilà. Je vais reprendre la parole. Simplement rajouter sur les jeux de propriété là, qui peuvent être renseignés par l'application qui gère les référentiels. Vous avez un identifiant unique d'intégrité qui permet d'assurer en fait la sécurité juridique, on va dire, de la production de données. C'est-à-dire que à tout moment, on peut vérifier le contenu d'une maquette IFC et savoir si les objets sont intègres ou pas, s'ils ont été éventuellement modifiés à l'insu du producteur de données. Eh bien, au travers d'une application de vérification, cette opération de vérification peut être faite relativement aisément. History est finalement le système de base de données qu'a évoqué Thierry, qui permet d'historiser toutes les actions qui vont être menées pour produire collectivement une maquette. Sur ce schéma de processus, nous avons représenté finalement les maquettes IFC, hein, qui sont au format IFC, qui vont être renseignées par chacune des entreprises. Alors, il peut y en avoir autant qu'il y a d'entreprises qui interviennent sur le projet, que ce soit d'ailleurs des acteurs de la maîtrise d'œuvre ou des acteurs de la réalisation. Chaque entreprise vient renseigner à l'aide de la brique SICO les objets qui concernent son lot en disposant des listes de propriétés structurées dans le référentiel. Dans le processus déployé dans le cadre de l'utilisation d'History, il y a une phase de validation qui va consister à valider en fait les valeurs de propriété renseignées par chacune des entreprises dans la maquette IFC. Donc ce contrôle va pouvoir être fait soit dans History au travers, dans SICO je veux dire, au travers de l'usage d'une application qui s'intitule IDS, hein, qui est l'application de contrôle développée par Building Smart,
soit le contrôleur va pouvoir télécharger la maquette IFC renseignée par l'entreprise et utiliser son propre système de vérification. S'il constate... rien que ça, qui s'ajoute à tous les autres, à tout le reste. Qu'est-ce qui se passe là? Si le contrôleur identifie une non-conformité, il va le faire savoir à l'entreprise en question, et l'entreprise pourra finalement revenir sur son modèle pour assurer les corrections jusqu'à ce qu'il obtienne la validation du contrôleur. Une fois la maquette validée, elle va pouvoir être fusionnée avec une maquette dite principale pour finalement délivrer la maquette de synthèse. Alors, il faut bien voir que ce process se réalise de manière asynchrone, c'est-à-dire que chaque acteur va pouvoir produire la donnée bien quand il le souhaite, quand il en dispose, et le processus vient fusionner, vient permettre de fusionner chacune des maquettes lorsqu'elles sont validées avec la maquette principale qui devient à terme, une fois que toutes les maquettes auront été fusionnées, la maquette de synthèse du projet. On a deux rôles distincts entre le contrôle des valeurs de propriété et le rôle qui assure finalement la fusion des maquettes les unes aux autres, avec un rôle néanmoins d'arbitrage, parce qu'on peut très bien avoir des maquettes qui soient validées unitairement, mais constater au moment de la fusion, finalement, une même valeur de propriété d'un même objet, en fait une même propriété d'un même objet, mais renseignée avec deux valeurs différentes. Et là, effectivement, le rôle de chef de projet consiste à faire cet arbitrage et pour choisir la valeur qu'il considère comme étant la valeur cohérente par rapport à la vision globale du projet dont il dispose. Sur ce slide, je vais vous présenter en fait les différentes étapes requises finalement pour mettre en place un processus BIM qu'on appelle aussi BIM universel. Hein. Il permet à quiconque de pouvoir apporter sa contribution indépendamment des applications utilisées. Dans un premier temps, donc, pour produire ce jumeau numérique, il est nécessaire de définir le ou les cas d'usage de ce jumeau numérique. On considère qu'en principe, c'est plutôt du ressort du maître d'ouvrage, mais on peut imaginer que ce soit dans le processus un maître des usages numériques. Une fois le ou les cas d'usage spécifiés, intervient finalement un autre acteur que l'on a intitulé chef de projet ou data manager, qui va définir les données utiles au cas d'usage. Deux cas de figure se présentent alors. Soit il existe un référentiel qui permet de traiter ce cas d'usage, et à ce moment-là, le chef de projet data manager va pouvoir le choisir dans son interface, va pouvoir choisir sa bibliothèque finalement de modèles d'objets génériques existants. Soit on est dans le cas de figure d'un cas d'usage qui nécessite la production d'un nouveau référentiel de modèle d'objets génériques. Et à ce moment-là, on considère que ce sera soit le rôle du contrôleur de données ou du data manager, chef de projet, ou d'un prestataire de service missionné pour réaliser
ce référentiel des modèles d'objets génériques pour répondre aux cas d'usage visés. Ensuite, alors, on voit que tout ce travail est préalable finalement au travail de production sur le projet, notamment la production de la maquette géométrique, qui peut être réalisée par l'architecte ou un acteur du projet qui est missionné pour réaliser cette maquette. Ensuite, le chef de projet Data Manager va initialiser la GED, consiste finalement à créer les différents comptes dans la GED, les espaces réservés à chacune des entreprises, avec une maquette géométrique de référence, qui va être finalement la maquette initiale. Ensuite, les acteurs du projet vont devoir créer un compte sur la plateforme qui gère le référentiel. Donc, ce sera un MyDatBeam. Une fois les comptes créés, le chef de projet Data Manager va finalement définir les rôles de chacun des acteurs qui ont créé préalablement leur compte. Alors, ce pourra être d'une part les producteurs de données, bureaux d'études ou entreprises, en fonction des acteurs intervenants vis-à-vis du cas d'usage souhaité. Le rôle du contrôleur de données, qui peut être le contrôleur technique ou chef de projet selon les cas d'usage, ainsi que le rôle de l'agrégateur de données, qui est le chef de projet Data Manager. Une fois que ce travail d'initialisation d'History est réalisé, eh bien chacun des acteurs intervenant sur le projet va pouvoir produire et intégrer la donnée dans le modèle IFC qui lui est finalement réservé. Une fois qu'il considère avoir terminé cette opération de renseignement de son modèle IFC, il va avertir le contrôleur pour qu'il procède à la vérification, puis la validation, avec la possibilité, bien entendu, qui est un retour pour une demande de modification. Mais une fois que l'entreprise a obtenu la validation des données de son modèle, le chef de projet Data Manager va être averti, comme quoi il va pouvoir fusionner ce modèle avec la maquette principale. Et une fois que chaque entreprise a produit ces données validées, eh bien, le chef de projet aura fait autant de fusions qu'il y a de modèles d'entreprise pour produire le jumeau numérique qui est la maquette de synthèse. Cette maquette de synthèse, ce jumeau numérique, pourra être entreposé dans un espace de données, une gestion électronique de documents. Le maître d'ouvrage pourra effectivement partager ensuite ce jumeau numérique avec différents utilisateurs d'outils de logiciels métiers, on va dire, que ce soit soit pour refaire de la modélisation 3D ou de la simulation de qualité environnementale du bâtiment, ou la gestion technique du bâtiment, ou la maintenance assistée par ordinateur, les cas d'usage qui seront utiles au maître d'ouvrage pour gérer l'exploitation de son bâtiment. Donc, vous avez pu découvrir sur ce slide les 10 étapes nécessaires pour produire le jumeau numérique répondant au cas d'usage visé, bien entendu, en phase initiale du projet. Je vais donc repasser la parole à Thierry pour qu'il puisse présenter quelques cas d'usage.
Donc là, on a récemment mis en œuvre deux expérimentations de réalisation. La première, c'est la production de vidéos numériques dans le cadre de l'extension d'une école, l'école de Montferrat dans l'Isère, où le maître d'ouvrage souhaitait disposer d'une maquette numérique qui intégrait des données utiles à l'exploitation par la suite. Il s'agit d'une petite commune de 2000 habitants environ. Et la problématique dans les petites collectivités, mais aussi dans les grandes, c'est d'avoir en fait une sorte d'outils d'archivage de la donnée pour pouvoir faire la maintenance qui soit facilement accessible et pérenne. Donc, à partir de cette maquette, il est possible maintenant d'aller très simplement avec les outils, donc la GED open source et SICO, aller voir dans la maquette un objet, une fenêtre par exemple, et puis retrouver la documentation par un lien direct soit sur un fichier PDF, soit des informations qui sont saisies dans l'objet directement. Par exemple, ça peut être aussi tous les éléments relatifs à l'exploitation, remplacement de matériel, etc., remplacement d'une vitre par rapport à un modèle, etc. Donc, c'était le cas d'usage. Donc, ça a été fait dans le cas du DO numérique de Montferrat, avec une douzaine d'entreprises qui ont saisi, toutes ne sont pas au niveau facile pour pouvoir gérer ça, et donc ce n'était pas non plus dans l'appel d'offres initial, mais ça a été intégré, les entreprises qui s'engageaient à saisir les données dans le DOE bénéficiaient de 5% de validation de leurs notes dans le cadre de l'appel d'offres, donc ça a permis de les mobiliser sur cette action. Et donc, on a effectué la formation et le soutien aux différentes entreprises pour qu'elles puissent expérimenter. Ça, c'était le DO numérique donc, de Montferrat. Après, l'autre cas d'usage réalisé, c'est le contrôle technique. Dans le cadre de la réalisation d'un chai dans la Loire, avec l'appui de l'architecte, l'idée était effectivement de mettre en œuvre le système de saisie des données, donc là aussi, formation des entreprises, création de l'ensemble des rôles, et accompagnement pour la saisie d'informations qui ont été ensuite validées par le bureau de contrôle qui a participé à l'évolution du référentiel déjà existant pour pouvoir y ajouter les éléments utiles au contrôle technique et qui a pu permettre de valider le fait qu'effectivement, à partir des données, le contrôleur technique pouvait valider un certain nombre d'informations. Voilà, donc ça, ce sujet-là a été traité dans le cadre du plan BIM 2022 au titre des expérimentations et sera présenté prochainement au plan BIM. On passe à la suite. Alors. J'ai arrêté le partage. Thierry, si tu veux bien partager ton écran. Oui, je vais partager mon écran. Et donc là, on va passer dans la partie démonstration. Hein, donc, c'est l'illustration des différentes phases qui ont été effectuées. Le partage d'écran fonctionne? Non, on ne voit pas ton écran, Thierry. Ah. Alors, fenêtre, tout l'écran. Toc. Et là? Non. Non plus? Oui. Tiens. Comment ça marche? Bah oui, si je ne fais pas partager, ça n'a pas marché. Alors, fenêtre. Qu'est-ce qu'elle est? Hein. Voilà, très bien. Ok, j'avais dans la fenêtre l'ascenseur qui ne voulait pas descendre. Donc là, c'est une vidéo qu'on a réalisée avec les différentes phases. Donc là, on accède à la GED LibreBIM qui permet donc de s'identifier.
et qui permettent dans un espace, donc chaque entreprise, dans le cadre de nos expérimentations, avait son espace avec la maquette, la même maquette pour tous, sachant que la fusion et la cohérence étaient obtenues avec la base de données History à la sortie. Donc, on accède à la maquette qu'on ouvre avec la visionneuse SICO et on établit la connexion avec History pour pouvoir synchroniser les données saisies dans la maquette avec la base de données. Le chef de projet crée le projet. Donc là, on est dans la phase gestionnaire de projet, qui va gérer le projet à partir des bases de données. Donc, il affecte la fonction de gestionnaire de projet et il va saisir, rechercher donc, dans la base de données un des comptes qui avait été créé pour pouvoir l'affecter à la fonction. Ensuite, on ajoute des modèles. On crée les modèles pour chacune des entreprises. Donc, chaque occurrence de la maquette aura son pendant dans la maquette et on passe à l'intégration des données par l'entreprise. Donc, l'entreprise se connecte sur la GED. Et donc, va dans les contenus, voilà, pour aller trouver la maquette et ouvrir la maquette dans la visionneuse. À partir de ce moment-là, on charge la maquette. Donc, on va connecter la maquette à History pour la version correspondant à l'entreprise qui a saisi, qui est en train de travailler. La connexion est établie et on va procéder maintenant à la saisie des données à partir du référentiel. Un petit peu de temps pour... voilà. Donc là, on est dans la maquette, on va faire une recherche par objet. Donc là, on va rechercher des structures en paille, puisque c'était le cas de figure de cette opération. On va isoler les objets dans la maquette pour pouvoir avoir une meilleure visibilité. Et ensuite, avec un clic droit sur les objets, on va dans le référentiel. Donc, il choisit la partie qui correspond à ces objets. Et dans le formulaire, on va saisir les données relatives à l'objet. Donc, les matériaux. Donc, un certain nombre d'informations, références commerciales. On peut rajouter des liens vers des fiches techniques en PDF qui sont dans la GED ou à l'extérieur, de telle sorte à ce qu'on puisse retrouver des informations ensuite en allant consulter simplement les objets dans la maquette. Et à la fin, donc, on génère donc un bloc de données qui est open source, qui est un bloc de données structuré au format OpenDTHX, ce qui permet ensuite, par la suite, d'extraire les données en interopérabilité complète à partir de la maquette, soit en lecture par SICO, soit en intégrant ça dans un logiciel tiers. Donc, à la fin, on retourne, une fois qu'on a terminé son travail, on demande la validation de la maquette au contrôleur. Là, il s'agissait donc d'effectuer le contrôle technique des informations dans ce cas de figure, dans ce cas d'usage.
Donc ensuite, on passe au bureau de contrôle. Une fois que la maquette a été validée par l'entreprise. Donc on retourne dans la GED, on va rouvrir la maquette à partir de SICO nouveau, rétablir la connexion avec History. Ces connexions-là seront prochainement intégrées dans un seul bloc, de manière à ce que les identifications puissent se passer d'application en application. Donc là, la version d'entreprise est validée par le chef de projet, et ensuite, donc le chef de projet peut aller voir la maquette à son tour pour effectuer les fusions des différentes maquettes et des différentes saisies des entreprises. Donc on retourne toujours dans contenu, chaque séquence étant gérée par History au niveau des droits des utilisateurs. Donc on récupère les différents modèles. Et donc là, on voit qu'il y a un arbitrage à faire entre deux valeurs d'une propriété dans la maquette. Et donc le travail est terminé à ce moment-là. Et la fusion est effectuée. Donc, je vais peut-être reprendre le partage d'écran. Ouais, je vais essayer de retrouver C'est bon. où est mon webinaire, je ne sais pas où il est. Voilà. Donc, merci Thierry pour cette illustration. Ce qui me permet de vous donner quelques informations après sur l'architecture de la solution qui vous a été présentée. On a pu voir qu'on naviguait d'un module à l'autre en partant de la GED, en choisissant en principe dans un dossier en fonction de ses droits. On accède finalement au modèle qu'on peut visualiser grâce à SICO. Il y a une passerelle finalement GED SICO. Depuis SICO, on a une zone place de marché qui permet finalement de se connecter avec son compte sur History, donc qui permet finalement de récupérer le modèle avec les données qui éventuellement ont été préalablement déjà intégrées. À tout moment, on n'est pas obligé de faire un enrichissement en une seule étape. L'entreprise peut tout à fait réaliser son opération d'enrichissement du modèle, comme j'ai dit, de manière asynchrone en différentes étapes. Et pour faire cet enrichissement, eh bien, il se connecte via l'API d'AdBeam, en fait, au référentiel MyDatBeam. Alors, pour le DO numérique de l'école de Montferrat, c'est monréférentiel.mydatbeam.com. Et concernant l'opération de contrôle du Chenodou, c'était visierbois-massif-central.mydatbeam.com. Il y avait un référentiel à chaque fois dédié à un projet. On retrouve également des référentiels ouverts sur open.datbeam.com. Donc, liaison par API entre ces différentes briques technologiques pour réaliser le processus qui vous a été présenté au cours de ce webinaire. La solution peut également se connecter à n'importe quelle application métier au travers d'un connecteur open source, connecteur.io.
opendataxx.org. Ce qui veut dire que on peut imaginer de venir renseigner finalement directement le modèle au travers de son application métier. Il faut bien entendu que préalablement, il y ait cette connexion, c'est-à-dire que l'application métier est soit un plugin, soit un connecteur d'API pour assurer cette interopérabilité. Thierry vous a précisé effectivement qu'OpenDTHX a été normalisé à l'échelle de l'ETSI, qui est une commission de normalisation européenne. La norme a été publiée ce mois d'octobre sous la référence ES 204-114. L'objectif en fait de ces travaux de normalisation, c'est de faire en sorte que l'interopérabilité coûte moins cher que la logique native, puisque on compte en fait sur l'intérêt économique à mieux travailler ensemble grâce à l'interopérabilité. Et pour un acteur éditeur de logiciels, il sera plus simple lorsque Etsy diffusera des briques d'interopérabilité open source au travers de sa forge logicielle, sera plus simple finalement d'être dans une parfaite interopérabilité que repenser son système de format selon une logique native. On pense qu'il manque ces outils pour favoriser l'interopérabilité. Quand effectivement il n'existe pas de modèle existant, eh bien on réinvente à chaque opération sa propre, on va dire, vision des échanges de données. Là, c'est en quelque sorte le déploiement d'un langage commun pour généraliser l'interopérabilité données-applications. Alors, pour démarrer, et pour conclure, pour démarrer le BIM universel avec les outils qui vous ont été présentés, eh bien, on a deux cas de figure, comme j'ai eu l'occasion de vous le présenter sur le slide synthétique, les 10 étapes de la mise en place du processus BIM universel pour produire le jumeau numérique. Il faut, en fonction du cas d'usage, eh bien, dans le cadre, si le cas d'usage a déjà été modélisé, s'il existe un référentiel, eh bien, il faut choisir le référentiel souhaité, soit pour produire un dossier de consultation des entreprises avec POBIM, soit pour produire un dossier des ouvrages exécutés, que ce soit un bâtiment tertiaire ou industriel, avec le référentiel FEDEN. S'il s'agit de production de logements collectifs, vous pouvez bénéficier des travaux de l'USH financés par le PTNB avec atelier BIM virtuel. S'il s'agit de produire une maquette qui contient toutes les informations utiles à une demande d'autorisation d'urbanisme, vous avez le référentiel PCBIM. Pour le contrôle technique, vous avez le référentiel Alpes Contrôle. Et le DOE de l'école de Montferrat est accessible sur monréférentiel.mydatbim.com. C'est une déclinaison, en fait, d'atelier BIM virtuel pour, finalement, le cas d'usage qui a été spécifié par la commune de Montferrat pour pouvoir exploiter l'école avec les moyens informatiques dont elle dispose. Ensuite, il faut disposer d'une plateforme MyDatBIM de diffusion du référentiel. Alors, pour ceux qui sont intéressés, qui souhaiteraient démarrer sans engager aucun investissement, il faut savoir qu'on met à disposition une plateforme de démonstration, demo.mydatbim.com, pour commencer gratuitement. Il est conseillé de se former parce qu'il n'empêche que pour que dans la phase de réalisation ce soit simple d'usage et accessible à tous, il y a néanmoins quelques connaissances à disposer pour être efficient après en phase de production.
Datbeam peut réaliser cette formation et son process est certifié Calliope, ce qui permet d'accéder à des financements d'OPCO. On estime que pour former le chef de projet, c'est à peu près une journée de formation. Le contrôleur, pour valider les maquettes, une demi-journée. Et le producteur de données, pour produire les données et les intégrer au modèle IFC, une demi-journée également. Il faudra ensuite le paramétrage, réaliser le paramétrage initial du projet dans History, et ensuite produire le jumeau numérique collectivement vis-à-vis du cas d'usage qui est visé. Pour un usage spécifique nécessitant la création d'un référentiel, à ce moment-là, il sera nécessaire de se former à la création d'un référentiel alphanumérique si on ne gère pas de géométrie. Et là, c'est une journée de formation. Et si on veut également, finalement, distribuer de la géométrie avec son référentiel, une formation de 2 journées à la modélisation géométrique paramétrique sera nécessaire. Donc, nous avons terminé la partie un petit peu informationnelle de ce webinaire et nous allons pouvoir rentrer dans une phase plus interactive pour répondre à vos questions. Alors, je vais essayer d'afficher la conversation. Donc, je vois pas de questions. N'hésitez pas à les poser. S'il y a des questions. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Alors, pas de partage. Il y en a 3 ou 4. Vous utilisez le format DTHX. Alors, c'est une question de Jean-François Gloria. Est-ce que c'est un format open source et est-ce qu'il y a un lien avec le format IDS, le nouveau format de Building Smart International? Alors, est-ce un format open source? Alors, non seulement il est documenté, il est accessible, n'importe qui peut l'utiliser, mais maintenant, depuis octobre, comme je l'ai précisé, il est normalisé à la Commission de normalisation européenne ETSI. Il y a 3 commissions de normalisation en Europe, le CEN, le CENELEC et ETSI. La particularité de l'ETSI, qui est spécialisée numérique et télécommunications, c'est que toutes les normes qui sont produites par l'ETSI sont accessibles gratuitement. Hein, ce qui veut dire que si vous tapez sur Internet ES 204-114, vous accédez gratuitement à la norme. Alors pour l'instant, elle est en anglais, on va la traduire en français dans les prochaines semaines. Et non seulement vous accéderez à la spécification, mais les travaux envisagés dans un second temps, ce sont des TS, c'est-à-dire des spécifications techniques, qui permettront de délivrer des briques numériques, aussi bien pour produire de la donnée OpenDTHX au travers d'une Open API, que pour exploiter de la donnée OpenDTHX dans une application en intégrant des briques numériques qui vont être développées dans différents formats en fonction du langage, pas format, pardon, mais différents langages de programmation en fonction du langage utilisé par l'application. Alors, des langages du type Java, Kotlin, Python, j'en oublie, hein, il est prévu 8 langages, je crois, pour essayer, .NET, hein, puisque si on prend le cas par exemple de Revit utilise le langage .NET, C++, etc., etc. Voilà pour la réponse à la question. Une question plus haut, Didier, aussi. Pas... Il y a une question plus haut aussi. Est-il possible de faire des exports à partir du viewer IFC?
je finis de répondre quand même. Il n'est pas en lien avec l'IDS, dont le format IDS est un format pour finalement formaliser des cas d'usage de contrôle de maquette. Là, il s'agit avec OpenDTHX, en fait, de produire de la donnée structurée, exploitable dans n'importe quelle application. Et dans la perspective de produire de la donnée de qualité, ce qui a pour effet, finalement, de réduire les opérations de contrôle. Question précédente. Est-il possible de faire des exports à partir du viewer IFC? Alors, je vais peut-être laisser répondre Thierry. Oui, on peut exporter, oui. Ouais, donc, depuis sico.eu, vous avez un bouton. Alors, peut-être qu'on peut vous montrer où il se situe. C'est un bouton en haut à droite, hein, dans la section. Il faudrait que tu partages ton écran si tu veux qu'on le voit. Je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez Sico? Oui, ça marche. Pour Oui. charger une maquette, Donc, oui. À partir de Sico, on peut l'utiliser indépendamment de la GED. Hein. On peut l'utiliser comme un viewer et voir des maquettes sur son propre cloud ou son propre ordinateur. Voilà, donc là j'ai une maquette, admettons que je fasse un enrichissement et puis qu'ensuite je veuille récupérer cette maquette, et ben j'exporte, vous voyez, je récupère le modèle IFC renseigné. Bon là j'ai pas fait d'enrichissement, mais on peut très bien imaginer à partir de SICO de pouvoir récupérer. Donc là j'ai récupéré mon modèle, vous voyez, le 14 octobre à 11h47. On peut faire des exports CSV également, et ça c'est à partir de l'arborescence du projet. En face de sur chaque objet ou collection d'objets, on a un bouton d'export CSV ou OpenDTHX. C'est dans le cas présent un XML. Puisque OpenDTHX est un métamodèle qui se décline dans différents formats, on va dire, XML, JSON, prochainement, JSON LD autodécouvrable. Alors, ensuite, avez-vous un BIM référentiel dont les cas d'usage disponibles? Un BIM référentiel dont les cas d'usage disponibles. Alors, effectivement, dans le support, je vous ai présenté un certain nombre de cas d'usage. Vous retrouvez ces référentiels sur open.datbim.com. Hein, je vous ai parlé de POBIM, FEDEN, Atelier, PCBIM, Control, AltControl. De Montferrat, lui, il est sur monréférentiel.mydatbim.com. Mais vous avez également gesi.mydatbim.com pour spécifier des objets de la sécurité incendie, une installation de sécurité incendie. Vous avez fib.mydatbim.com pour spécifier des objets de l'industrie du béton. Vous avez cticm.mydatbim.com pour spécifier des objets de la construction métallique, et j'en oublie certainement. Et puis vous avez des catalogues de fabricants, donc qui permettent finalement d'intégrer des objets de fabricants dans un modèle, comme par exemple pbm.mydatbim.com ou slat.mydatbim.com. J'en oublie, jedwen.mydatbim.com. Vous avez à peu près tous les types d'objets qui sont représentés. Open.datbim.com étant finalement la plateforme ouverte, hein, qui nécessite pas forcément d'identification et qui permet de voir un petit peu quel est si on arrive à retrouver un référentiel répondant à son besoin de cas d'usage.
Nous aurons votre support PDF. Alors, non seulement vous aurez notre support PDF, mais vous aurez également accès au replay de ce webinaire si effectivement vous aviez à revenir sur une partie de celui-ci. Alors, est-ce que votre interface d'admin est une interface pour mieux gérer la maquette numérique en vue de préparer le jumeau numérique dans un hyperviseur de GTB GTC? Eh bien, effectivement, pouvoir alimenter un hyperviseur de GTB GTC peut être un cas d'usage. Il faudrait néanmoins disposer du référentiel qui permet de produire toute la donnée utile à cette application GTB GTC. Et c'est un projet que nous avons bien en tête. Nous sommes actuellement en discussion avec un certain nombre d'acteurs sur le sujet, parce qu'effectivement, c'est un cas d'usage qui semble être de plus en plus demandé, notamment avec l'application du décret BACS. Voilà, je pense avoir répondu toutes les questions. Il devait y en avoir d'autres, n'hésitez pas, hein, il nous reste encore quelques minutes. Je vais afficher, sinon sur mon écran, nos coordonnées, s'il y avait des questions particulières. On peut préciser qu'on peut accéder à SICO directement par alliance-bâtiment.sico.eu, qui est donc le visionneuse de démo qui est en ligne et qui permet d'aller voir et de travailler sur une maquette qu'on a sur son ordinateur, par exemple. Voilà, et même pour une adresse encore plus simple, sico, CIQO.eu, permet d'accéder à ce démonstrateur. Ça reste un démonstrateur qui est hébergé, on va dire, gracieusement par Alliance du bâtiment. Mais comme le code est open source, il peut être finalement téléchargé par quiconque et installé sur n'importe quel serveur. Donc, dans vos propres systèmes d'information, vous avez la possibilité de personnaliser sa présentation. On peut vous accompagner dans cette démarche, ou vous pouvez le faire vous-même ou avec un prestataire de votre choix, puisque le code source est libre, est open, c'est open source. Donc, n'hésitez pas si vous trouvez cette fonctionnalité intéressante. L'intérêt aussi de cette application open source, c'est, vous avez vu, vous avez un espace dit place de marché. On pourrait appeler ça SICO Store, qui permet finalement de greffer des applications qui utilisent les données du modèle du bâtiment. Et donc, ça permet une évolutivité sans limite, si je puis dire. N'importe quel cas d'usage, d'échange, de partage, de coproduction, de coopération peut être imaginé au travers de SICO-Store. Alors, votre CDE GED a combien d'outils numériques à l'intérieur? Je note une GED, une visionneuse, une interface de type BCF. Votre application, alors interface de type, il faut vraiment dire type BCF parce que BCF n'a pas été implémenté, mais par contre, vous avez la possibilité d'intégrer directement de la donnée dans les objets. Grâce à la donnée structurée au format OpenDTHX. Alors BCF reste un post-it qui est collé en quelque sorte sur les objets de la maquette. Il a vocation à apporter des commentaires, le BCF, mais il ne permet pas de produire les objets collectivement comme nous avons eu l'occasion de vous le montrer dans le cadre de cette démonstration historique. Votre application pour interroger les objets et les classer. On peut interroger les objets, c'est une fonctionnalité en fait de SICO, soit en naviguant dans l'arborescence IFC,
soit en faisant des recherches par mots-clés, soit en faisant des recherches par classe, soit en naviguant dans le modèle géométrique et en faisant une sélection manuelle dans le modèle géométrique. Voilà les différentes méthodes, on va dire, de recherche d'objets dans le modèle IFC grâce à SICO. Voilà, il s'agissait d'une question de monsieur Jean-François Gloria de la société Arinfo. Voilà, merci pour vos questions. Alors, votre donnée d'entrée est uniquement l'IFC, oui, avec quel MVD? Alors, la donnée d'entrée pour la géométrie, c'est de l'IFC, mais alors ça peut être de l'IFC 2x3 ou de l'IFC 4, mais il faut bien voir que la donnée d'entrée, c'est aussi la donnée numérique, alphanumérique, qui provient du référentiel, et celle-ci est au format OpenDTHX, normalisé ES 204-114. Je profite des quelques minutes qui me restent pour vous indiquer que nous aurons l'occasion de vous proposer un prochain webinaire sur le sujet du scan pour produire le jumeau numérique de l'existant avec une persistance de la donnée suite évolution géométrique du projet. C'est-à-dire qu'on peut, ce que l'on vous a montré aujourd'hui avec History, on enrichit finalement un modèle IFC avec de la donnée au travers de saisies via des formulaires de contact. Ça représente un temps de travail finalement pour enrichir ce modèle. Si vous avez une modification géométrique à faire de votre projet dans votre logiciel métier, il faut savoir que tous les objets qui resteront dans le modèle pourront être à nouveau synchronisés avec la donnée présente dans la base de données historique. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à refaire l'enrichissement du modèle, à condition bien entendu que le logiciel métier garde les mêmes identifiants d'objets, puisque forcément, pour faire le rapprochement entre les objets et la donnée présente dans History, on utilise les identifiants uniques d'objets. Des objets qui sont supprimés, forcément, eh bien, ne seront plus renseignés. Et les objets qui auront été rajoutés dans le cadre de cette évolution géométrique du modèle, eh bien, il faudra les renseigner. Voilà. Mais le plus important, c'est de pouvoir finalement garder cette continuité, cette persistance de la donnée, et on aura l'occasion de vous faire une démonstration lors du prochain webinaire, dont la date vous sera communiquée très prochainement. Eh bien, ce sera le mot de la fin, peut-être Thierry? Oui, non, simplement pour dire qu'à l'occasion de notre expérimentation avec des petites entreprises qui ne sont pas vraiment pointues sur la question du numérique, qui sont des gens qui savent aller sur les moteurs de recherche ou faire des mails, qui n'est pas beaucoup plus, on s'est aperçu que c'était vraiment important en amont d'avoir une charte de nommage pour les objets qui soit la plus ergonomique possible et structurée de manière à ce que très facilement on tape un mot-clé fenêtre, on a toutes les fenêtres et pas un mot-clé un peu complexe comme on adore le faire en général dans les maquettes numériques. Donc c'est simplement pour attirer l'attention sur l'aspect ergonomie pour pouvoir permettre à la collaboration avec des petites et moyennes entreprises facile. Effectivement, c'est une bonne remarque parce que le moteur de recherche par mots-clés est très puissant, on va dire, dans SICO et facile d'usage, à condition qu'il y ait effectivement une réflexion en amont sur le nommage des objets pour pouvoir, avec un mot-clé simple, accéder à la liste exhaustive des objets qu'on souhaite isoler. S'il y a finalement des interférences, par un mot-clé, on n'arrive pas à obtenir facilement le résultat recherché.
eh bien, c'est plus compliqué finalement d'isoler les objets tels qu'on souhaite l'avoir. Donc, ça nécessite effectivement une réflexion préalable lors de l'élaboration et du référentiel et on va dire, de la maquette qui peut être réalisée par l'architecte. Parce qu'il faut se dire quels sont les objets qu'on va représenter géométriquement, quelles sont les données qu'on souhaite avoir dans cette maquette, et faire le lien entre les modèles d'objets génériques et les objets géométriques dans la maquette. Puisque une petite anecdote sur Montferrat, l'architecte ne voulait pas modéliser les réseaux, on va dire fluide, électricité, mais le maître d'ouvrage voulait avoir toute la documentation rattachée. Donc le choix qui a été fait, c'est de dire finalement on va rattacher les notions de réseau fluide aux pièces, et on va créer des propriétés qui permettent à la fois d'avoir la photo avant mise en place du faux plafond, pour avoir finalement un modèle géométrique qui permet de géolocaliser correctement les objets. L'accès au plan également au niveau de la pièce, et puis les informations techniques rattachées également à l'objet pièce en question. Donc tout ceci reste possible. Encore faut-il en amont définir correctement son besoin et le niveau d'exigence qu'on souhaite avoir en termes de modélisation, qu'elle soit géométrique ou modélisation de données, mais tout est possible. Merci pour votre attention. Je vois que vous avez été très nombreux à nous rester fidèles durant l'heure complète. On vous souhaite un bon usage des outils mis à votre disposition pour produire un jumeau numérique de qualité et collectivement, avec une dimension inclusive à laquelle on tient. Pas de barrière technologique ni financière pour que quiconque puisse apporter sa contribution on va dire, au jumeau numérique pour, bien entendu, permettre une massification et faire en sorte que le numérique nous aide finalement à répondre aux enjeux auxquels notre société doit apporter des éléments de réponse actuellement et dans un futur proche. On reste bien entendu à votre disposition pour toute question complémentaire. On vous souhaite un bon appétit et une belle journée, et on ne manquera pas de vous informer d'une part du replay et du support qui vous a été présenté et de la date de notre prochain webinaire. Au plaisir d'échanger. À bientôt. Au revoir.